Frédérica, 55 ans. 3 ans d'études. 31 ans au service de l'hôpital public. 15 septembre 2021. Suspendue. Sans salaire. Je ne suis plus infirmière. Non essentielle. Pascal, 54 ans, 2 enfants, infirmière, 32 années au service du public. Médaille du travail, reçue le 9 septembre 2021 avec les honneurs. Suspendue sans salaire, la semaine suivante dans l'horreur. Martine, 54 ans, infirmière, 25 ans d'ancienneté en service de psychiatrie adulte. Gréviste, contre l'obligation vaccinale, pendant 4 mois, sans salaire. Suspendue, à la fin du préavis de grève, toujours sans salaire. Christine, 62 ans, infirmière de secteur psychiatrique depuis plus de 40 ans. En arrêt de travail depuis fin septembre 2021 car fortement déprimée par la situation sanitaire et professionnelle. Dûment vaccinée tout au long de ma carrière, sauf pour le Covid-19. Congédiée, sans avoir pu dire au revoir ni aux patients, ni à l'équipe. Circuler. Stéphanie, 47 ans, veuve, mère de 3 adolescents. Psychologue clinicienne depuis 15 ans à l'hôpital public et en EHPAD. Présente lors de la première vague. Présente lors de la deuxième vague. Présente lors de la troisième vague. Testée tous les 3 jours durant 1 mois et demi. Présente au début de la 4e vague. Coulée. Sylvie, 54 ans, infirmière depuis 33 ans, gréviste contre l'obligation vaccinale et contre le pass sanitaire, actuellement suspendue dans mes fonctions et suspendue dans ma vie. Monique, 52 ans, 2 enfants d'études supérieures, agent administratif, 29 ans d'expérience dans la fonction publique, en télétravail de la première à la 3e vague, donc sans contact avec les patients, et suspendue le 15 septembre pour refus d'injection. Caroline, 52 ans, psychologue, 6 ans d'études, 28 ans de service en psychiatrie, 2 injections anti-Covid, par extorsion de consentement, refus de la 3e dose, non suspendue, car sauvée par la maladie Covid-19, grâce à mon infection.
Je dis porte-voix. Je suis plutôt un porte-voix qu'une référente ou une responsable. Chacun prend ses responsabilités. Effectivement, j'en prends peut-être plus que d'autres, ou en tout cas, je soutiens plus de responsabilités que d'autres, mais je suis un porte-voix. Aujourd'hui, je suis représentante syndicale à 100%, mais suspendue du fait de l'obligation vaccinale. Je suis partie de l'hôpital pour me mettre à mon compte pour l'épicerie, justement, ouvrir une épicerie dans mon village préféré. Et puis ensuite, je suis revenue à l'hôpital après avoir été à mon compte comme assistante de gestion, dans un premier temps en 2018, en renfort pour la facturation annuelle. Et puis, de fil en aiguille, j'ai été sur un poste de ressources humaines pour les médecins. Et puis de là, dispute avec le directeur, ou en tout cas je ne convenais pas au directeur, donc il m'a fait, je le dis souvent, redescendre de 2 étages. Il m'a mis au sous-sol pour faire de l'administratif patient. Et de là, je suis passée représentante syndicale à 100% à la CGT de l'hôpital de Montélimar. Si j'étais un minéral, je serais l'améthyste. Parce que d'abord c'est ma pierre de naissance, c'est la pierre du 3e œil, c'est la pierre du visionnaire, sans prétention, c'est une pierre de ressources, c'est aussi une pierre de stabilité. Elle a beaucoup de vertus et à moi elle me donne énormément d'énergie. J'adore Rebelle, j'adore ses cheveux, j'avais envie d'être rousse. Je fais souvent des couleurs et quand je fais rouge, je pense à Rebelle. Et c'est une jeune fille pleine de courage. Donc ce sera un personnage de dessin animé, ce sera Rebelle. Si j'étais un animal, je serais un chat. Le chat parce que c'est la force tranquille, il prévient des dangers très discrètement. Il est indépendant et à la fois très affectueux. On peut avoir l'impression qu'il n'a aucun sentiment et en fait il en a énormément. Et c'est un animal plein d'empathie. Et si je disais la lionne? La lionne, ça c'est mon côté face au gouvernement. Ça on peut, allez, oui, la lionne je prends, pourquoi pas. Elle défend ses petits. Bravo pour toute cette lutte depuis 2 ans et bravo de représenter toutes ces personnes victimes des effets indésirables. Bien sûr que les soignants y pensent aussi. Je tiens à préciser que je représente aussi les collectifs unis qui sont sur tout le territoire, sur toute la France, dans plusieurs collectifs. Ça comprend des collectifs de parents, ça comprend des collectifs d'étudiants, ça comprend toutes les personnes qui sont victimes des dégâts collatéraux de cette injection expérimentale et dangereuse. Et puis je me suis retrouvée à trouver une centaine de pages d'effets indésirables du Covid et de la vaccination Covid. Et la première chose qui m'a marquée, c'est d'être tombée sur des cas d'effets secondaires sur des purpura rhumatoïdes. Et étant plus jeune, à l'âge de 8 ans, j'ai eu un purpura rhumatoïde. Donc je n'ai pas eu envie de revivre ça, puisque pour guérir, il a fallu que je reste 2 mois assise, voire 1 mois couchée. Et à l'âge de 8 ans, ça peut se faire. À l'âge de 40 ans, avec 2 enfants et des activités à continuer, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc le risque étant pas 0, j'ai pas voulu. Et puis, un autre paramètre, j'ai eu le Covid en mars 2020, pile pendant les annonces du confinement, j'ai été en arrêt. Je revenais de vacances avec ma fille dans le Lavandou. Et quand on est rentré, j'ai été malade pendant 12 semaines. À avoir du mal à bouger, à avoir aucune énergie. Je suis quelqu'un qui est rarement malade. Mais là, c'était vraiment très particulier. J'enchaînais les pathologies. Mal à l'oreille, on soignait un mal d'oreille. Mal à la gorge, on soignait. Tous les 10 jours, on changeait de symptômes. Et j'allais bien. Pourquoi me vacciner avec un produit qui pourrait mettre d'autres pathologies en exergue, alors que là, pendant 12 semaines,
je m'en étais sortie avec la vitamine, avec des traitements, et que j'ai fait appel à ma force pour en guérir. J'ai estimé ne pas avoir besoin de ce vaccin pour lutter contre cette maladie. Nous sommes en guerre, en guerre, en guerre, en guerre. Bonjour, oui, je suis soignante infirmière. Je vous appelle parce que j'ai entendu aux informations que vous aviez des difficultés en matière de personnel. Je me porte volontaire, n'hésitez pas à me rappeler. Le 15 septembre. Manifestation devant l'hôpital. On accompagnait avec ma camarade du syndicat les agents. On les accompagnait auprès de la direction pour avoir leur entretien. On savait que ce jour-là, il y aurait des entretiens dans les bureaux, donc on avait organisé une manifestation aussi devant le bâtiment administratif. On y était depuis 7h du matin pour certains, et à partir de 9h, on commençait les suspensions et les rendez-vous dans le bureau. J'ai été clairement suspendue pendant mon exercice syndical. J'ai été suspendue après qu'un agent que j'ai accompagné soit sorti d'un bureau. J'ai été suspendue dans la foulée. On m'a donné un document à signer comme quoi on me remettait bien ma suspension. Donc j'ai été suspendue pendant l'exercice de mon mandat syndical. Et donc j'étais en arrêt maladie. Donc j'ai quand même reçu ma suspension, mais elle n'a pris effet que le 2 septembre quand mon arrêt maladie s'est arrêté. Et là, ça s'est fait par recommandé et par lettre. Bien évidemment qu'ils ne m'ont pas convoqué, je suis en exercice syndical tous les jours. J'étais en exercice syndical tous les jours. Quant à ma suspension, je ne me suis même pas posé de questions pour moi. J'étais en accompagnement d'une trentaine de salariés. Je n'ai même pas cherché à comprendre ce qui m'arrivait à moi. Je le savais, c'était une évidence. J'ai même pas percuté sur le fait qu'ils étaient en train de me suspendre dans l'exercice de mes fonctions et que je pouvais faire un gros coup de poing sur la table. J'ai complètement zappé parce que j'étais tellement préoccupée par ces gens qui pleuraient, qui perdaient tout, qui ne savaient pas, qui étaient en plein boulot, à qui on demandait de descendre de leur service
d'abandonner leurs patients pour leur donner un papier comme quoi, dans l'heure, ils partaient. À tous ceux qui avaient fait la nuit et qui se retrouvaient suspendus le matin avant même qu'ils aient terminé leur service ou leur horaire de travail. C'était il y avait de la colère, il y avait de l'injustice, il y avait de l'incompréhension, il y avait de la détresse et on avait l'impression d'être complètement démunis. C'était on était dans un tout autre monde, quoi. Qu'est-ce qui nous arrivait? On savait que ça allait nous arriver, mais non, c'était horrible de voir tous ces gens traités de cette façon-là. C'est ignoble. C'est très difficile de subir une seconde ou une troisième suspension. Parce que certains vivent aussi une troisième suspension. Pour ma part, ça ne change pas grand-chose. Je continue à faire ce que j'ai à faire pendant mes suspensions. Hein. Là, pour la deuxième, c'était plus compliqué parce que le temps que les dossiers redémarrent, on a été tous bloqués sur la CAF, sur Pôle emploi. Il faut savoir que c'est des organismes qui ne comprennent plus rien à ce qui se passe et qui n'ont pas l'habitude de gérer ce genre de choses. Donc, c'est un cas de figure qui n'existait pas pour eux. Donc, ils ont eu du mal à déclencher mon Pôle emploi, mais d'autres n'ont rien du tout. Il y a eu la solidarité alimentaire en automne dernier, automne 2021. 2021. On a eu beaucoup d'aide de la Confédération paysanne, donc ça nous a aidés aussi. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui m'amènent des œufs, des légumes. Il y a toujours ma voisine qui est prête à nous accueillir si besoin. J'ai redoublé d'efforts sur les ménages que je fais. Et pour cette deuxième suspension, j'ai pris un travail à mi-temps, mais de toute façon, j'avais déjà prévu de passer à 50% auprès de l'hôpital. Et donc, je suis maintenant 50% suspendue, 50% en contrat ailleurs. Et donc, mes collègues me disent « Waouh, ce qui se passe là, c'est un truc de fou, on est interpellé par beaucoup d'agents, qu'est-ce qu'on fait ?» J'ai pas cherché à comprendre, on en a discuté ensemble, on a tout de suite pris le revers et on a épluché la Constitution, on a épluché les droits de l'homme et on a sorti un préavis de grève illimité en revendiquant, en réclamant le respect des droits de l'homme et de la Constitution européenne. Et donc, de là, ça a fait un grand tapage médiatique. On a même croisé BFM, on a même eu le droit à M6, on a eu le droit à France 2, France 3, TF1. Enfin, voilà, 17 juillet, une énorme communication sur ce qui se passait. Et le 23 juillet, grosse manifestation devant l'hôpital qui avait ramené beaucoup de monde, y compris des médias. Et donc, à partir du 17 juillet, quand les gens ont commencé à voir sur Internet, sur le site, sur les réseaux, sur les médias, que l'hôpital de Montélimar bougeait avec le syndicat CGT, les gens ont commencé à m'appeler. Parce que ça a sonné au bureau, puis après ça sonnait sur mon portable, et puis les gens ne savaient pas quoi faire. Ils appelaient pour demander des renseignements parce qu'ils avaient du mal à en obtenir de la part de leur syndicat. On a d'autres syndicats aussi qui nous appelaient pour demander notre avis. D'autres syndicats CGT aussi. Donc c'était autant d'autres que chez nous, notre fédération. Et on a commencé à se mettre en lien les uns et les autres comme ça, à se rencontrer en visio, parce que de par la distance, on avait les Corses, on avait Périgueux, donc on a commencé à s'appeler, à se fédérer, à discuter, à voir comment on pouvait organiser la lutte contre ça, parce qu'on sentait que ça allait être dur. Et c'est en août qu'à force de rassembler des gens, d'être 60 écrans sur ces visios, de voir la détresse de partout, qu'on s'est dit on n'arrive pas à avoir plus d'aide au-delà de nous. Donc pourquoi pas le faire nous-mêmes, ou en tout cas mener une parole en gardant chacun notre identité, chacun notre éthique, chacun notre association, mais en étant des collectifs unis.
Et donc les collectifs unis sont nés en août 2021. Et donc on a commencé à créer les mêmes communiqués de presse avec certains, à partager nos communiqués de presse, à partager nos revendications. Et de partout, jusqu'au Dom-Tom et la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe qui nous a rejoints. Puis ça a permis qu'on devienne une grande famille de collectifs. On est des collectifs de collectifs. Combien de collectifs à ce jour? Alors on a commencé avec une centaine de collectifs sur 70 départements et maintenant je ne peux plus compter. Parce qu'on est aussi regroupé entre porte-voix, je dirais, de collectifs, y compris avec le SLS, y compris avec les pompiers, y compris avec d'autres organisations et d'autres collectifs qui regroupent des collectifs. Je suis incapable de donner des chiffres. Par contre, ça nous permet de savoir qu'on est bien plus nombreux que ce qu'on peut nous dire. Cette histoire et cette loi du 5 août n'a pas fait que des suspendus sans salaire. Elle a aussi fait de gros dégâts collatéraux, qui sont les personnes qui ont décidé de quitter leur emploi, les personnes qui ont démissionné, les personnes qui ont demandé, pris une disponibilité, les personnes qui n'exercent plus, puisque les libéraux ne sont pas tenus par des contrats de travail, ils n'exercent plus. Des personnes qui se sont réorientées, mais qui ont du mal à le faire. Il y a les arrêts maladie, puisque toute la pression et le harcèlement subi au préalable, ça s'appelle du harcèlement, parce que quand on répète quelque chose à quelqu'un, même sous une forme différente tous les 15 jours, c'est du harcèlement. Il y a toutes ces personnes qui ont craqué avec la pression. Il y a toutes les personnes qui sont en fait privées d'exercer leur métier ou leur vocation à cause de la loi du 5 août et de l'obligation vaccinale. C'est exactement ça la définition d'un vrai suspendu. Il n'y a pas que les suspendus sans salaire. Les autres aussi n'ont pas de salaire, n'ont pas d'aide, ont du mal à trouver du travail, n'ont plus le droit d'exercer leur métier ou leur vocation. Et bien aujourd'hui, on l'estime à une moyenne de 40 000 personnes qui subissent les dégâts de la loi du 5 août et de l'obligation vaccinale. Ouais, c'est dégueulasse. Tu m'appelles quand vous avez fini et pour qu'on voit un peu où vous en êtes, ok? Bon, t'es avec Laurence encore, elle est pas loin? Buisson. Bon, ok, je vais essayer de la joindre quand même, qu'elle me dise un peu son côté magistrat, ce que ça donne, le côté avocat. Ok. Non, ils délibèrent dans les heures qui suivent, ils doivent se rencontrer et délibérer tout de suite. Mais de toute façon, ils n'ont rien contre eux, c'est que de la pression et de la mise à mal. Mais bien sûr, ça n'a ni queue ni tête, mais depuis le début. Non, mais on n'est pas à l'abri, par contre, des consignes qu'on a pu leur donner, quoi. C'est ça le problème, en fait. C'est que les ordres ne réfléchissent plus avec une éthique, mais avec des ordres donnés. Donc, bon, ben, non, mais au-dessus, on leur dit, voilà, on leur dit, il nous faut tout votre soutien, vous avez tout le nôtre. C'est bon, le chantage. Eh ben, rappelle-moi tout à l'heure, ok? C'est en cours. Et puis aussi la force que peut donner cet aspect collectif et unitaire. C'est aussi nourrissant. On dit qu'un soignant, même si je ne suis pas un soignant sous la définition du dictionnaire, puisque je ne procure pas du soin, je dis souvent que finalement, quelque part, j'en fais aussi, je prends soin. Et les gens prennent soin de moi aussi. Quand j'ai été très malade, j'ai énormément eu de soutien
tant sur mon eczéma purulent que sur mon Covid, que voilà. Et puis on est nombreux. Il y a celles qui gèrent le site, il y a ceux qui gèrent les réseaux, et il y a les groupes de travail. Et c'est toute une machine. Des fois, en rigolant, je dis, moi, on pourrait me qualifier de PDG d'une multinationale bénévole, je ne sais pas quoi, qui rentre pas d'argent, parce que des fois, cet aspect-là, il faut répondre aux moindres conseils, il faut répondre aux appels, ça a un côté challenge aussi, mais effectivement, pour tenir, il me faut tout ce soutien-là. Mes 2 enfants m'en donnent énormément aussi. Nous vivons un drame parce que non seulement nos enfants ont été assassinés, mais sachez que tous nos dossiers sont bloqués, verrouillés. Et ça, c'est pire, c'est le pire. Je sais pas si vraiment les gens se rendent compte qu'on n'exagère pas quand on montre toutes ces photos de personnes. Toutes ces chiffres, ces stats, on n'invente rien. Hein. C'est juste la vérité. Et c'est terrible parce que on met cette vérité sous silence, quoi. Ça rappelle à quel point il y a de l'interdit. C'est terrible. Donc, ce que je vous propose en premier temps, c'est de faire 1 minute de silence pour honorer la mémoire de toutes ces personnes qui sont décédées après avoir subi l'injection de manière plus ou moins consentie. Soignez sans regarder vos heures. Vous êtes l'honneur de notre pays. Vous qui,
Ensuite, conscient peut-être des difficultés. Suspendus, pas simplement les soignants, mais tous ceux qui ont servi, tous ceux qui ont été dans des administrations et qui ont été licenciés, qui ont été suspendus sans aucun droit, qui sont devenus des sous-citoyens, des citoyens de seconde zone. Et cela est une honte pour notre pays. Nous avons remercié ces gens qui nous avaient soignés, ces gens qui s'étaient dévoués en les excluant, en les laissant sans revenus, sans statut. Mais c'est important d'exprimer la voix et d'exprimer la parole aussi des soignants suspendus, puisqu'ils refusent aussi pour toutes ces victimes-là de se faire vacciner, et ils essaient d'être un rempart de mois en mois et en fait maintenant d'année en année en fait. Nous, soignants suspendus, la situation aujourd'hui c'est ignoble, inhumain, incompréhensible, incohérent, abject, écœurant. Alors que l'Assemblée nationale discutait d'un projet de loi visant à envisager sous condition la réintégration des personnels suspendus, des amendements sur des mots l'ont empêché. La France est le dernier pays d'Europe à maintenir ces mesures sous un prétexte de vigilance. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il est là le problème. C'est que tous les gens qui sont autour de nous ne comprennent pas. Parce que c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, finalement, de manipulation pour en arriver là. En tout cas, s'il y a bien un domaine dans lequel nos gouvernants sont compétents, c'est la manipulation. On peut les féliciter, mais c'est vraiment désespérant. Il faut que ça s'arrête. Merci beaucoup. Bon, j'ai quand même une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous savez, la semaine dernière, on avait terminé les statuts de notre projet d'association. Et je m'apprêtais à les envoyer à la préfecture et entre-temps, j'ai été conviée à une visioconférence avec Elsa. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la fille qu'on a rencontrée à la journée blouse blanche et mère de noir. Ah mais ça c'était une super journée, hein. Parce qu'alors là il y avait un tas d'informations, il y avait des tables rondes avec informations juridiques, médicales et le soutien d'une eurodéputée. Donc Elsa, elle crée également une association dans la Drôme et une partie de l'Ardèche. Et elle aimerait bien qu'on les rejoigne pour être plus forts ensemble. Ah bah oui. Moi je pense que c'est une bonne idée. Alors l'asso s'appelle Uni 2607. Elle fait partie d'autres collectifs unis, il y en a partout en France et même jusqu'à certains départements d'outre-mer. Ben oui, c'est sûr. Plus on sera nombreux et plus on sera visible. Et on pourra partager nos idées et nos moyens. Oui. On a fait la conférence de presse à Paris le 1er février, souvenir mémorable, avec Michel Rivasi. Et lorsque j'ai été contactée par Elsa, dans une réunion au fin fond de la Drôme, qui réunissait tout un collectif de soignants et de non-soignants, j'avoue que j'ai été très touchée par la situation des soignants et des non-soignants qui ont été éjectés par rapport à leur travail à partir du 15 septembre et qui ont été vraiment mis dans des conditions de maltraitance. Il ne faut pas rester tout seul. Il faut se regrouper parce que quand on est seul, on nous tue. Vous voyez, on nous tue vis-à-vis de la précarité, vis-à-vis du fait qu'on ne s'en sort plus financièrement, vis-à-vis du fait qu'on est critiqué par nos pairs. Et moi, j'étais sensible à ce que tu disais, parce que quand on va à l'hôpital et que c'est les autres qui vous disent « Mais fais-toi vacciner. Pourquoi tu es différent de nous? Pourquoi tu es le canard, là, hein, qui ne veut pas rentrer dans le rang ?» Mais parce que vous êtes des résistants, et c'est là où il faut être fier. On dit que 90% des soignants ont accepté de se faire vacciner. 50% au moins d'entre eux l'ont fait par extorsion de consentement. Aujourd'hui, ils sont écœurés, meurtris. Ils fuient l'hôpital public, l'hôpital privé, enfin les cliniques privées. Ils fuient le soin. Voilà. Aujourd'hui, je suis, comme bon nombre de soignants,
obligée de renoncer à la profession que j'avais choisie, pour laquelle j'ai fait des études et que j'exerçais avec humanité. Et là, nous sommes quelques-uns aujourd'hui, mais nous représentons des milliers de soignants partout en France. Il y a des soignants dans une grande détresse, soignants, médico-sociaux, pompiers. J'ai discuté avec un pompier il y a quelques jours, suspendu dans le département de l'Hérault. Quelqu'un que je ne connaissais pas. Il a pleuré au téléphone. Il m'a parlé du deuil de la profession qu'il avait dû faire. J'espère qu'à un moment donné, les gens retrouveront la raison et un peu d'humanité. Donc j'ai commencé vraiment à noter les effets secondaires, notamment au niveau cardiovasculaire, c'est ça qui me concernait le plus. Dès le premier mois, j'ai envoyé un mail au président du conseil de l'ordre départemental en lui notant 17 effets secondaires. Alors ça allait de la poussée de tension jusqu'à plus de 20, une thrombose veineuse oculaire, à des accès d'arythmie, il y a même ulcère veineux, enfin des choses... après les infarctus, je sais qu'il y en a eu pas mal à l'hôpital, beaucoup de douleurs thoraciques, des probables myocardites qui sont difficiles à diagnostiquer quand on est au cabinet. Et voilà, après je me suis retrouvé à vérifier une information concernant le magnétisme post-vaccinal que je croyais être une ânerie à la base. Et c'est une kiné qui est en libéral qui m'a dit non, mais c'est pas une ânerie, je l'ai vérifié au cabinet. Je dis arrête ton chat. Si, tu devrais essayer. Et j'ai essayé, j'ai vérifié, et puis après, ça s'est retrouvé à publier une étude par rapport à ça, enfin une observation, on va dire. Le Covid a continué à circuler massivement dans les hôpitaux, alors que, clairement, dans les hôpitaux, vous avez 99% des soignants qui sont vaccinés, quasiment. Donc ça veut dire que si la maladie a continué à circuler, c'est pas à cause des gens qui n'étaient pas vaccinés. Donc voilà, moi j'ai quasiment tous mes collègues, là, que je continue à échanger avec eux, avec un petit peu de tristesse, parce que, évidemment... je vois comment ça se passe à l'hôpital, je vois à quel point c'est difficile en ce moment, etc. Et moi, je ne suis pas avec eux pour les aider. Je suis chez moi, je cherche un autre emploi, je cherche à me reconvertir. Et je vois bien qu'ils sont tous été contaminés quasiment. C'est-à-dire qu'ils ont tous été contaminés. Ils ont tous dû retourner chez eux, etc. Donc, je me pose un peu la question. Je me dis, on parle de vaccin, alors je vous l'annonce. Du coup, moi, je suis considéré comme un anti-vax. Pourtant, j'ai toujours prôné la vaccination, etc., pour protéger de maladies que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, je me fais appeler comme anti-vax, si on veut. Pourtant, moi, ce que je me souviens, c'est que quand j'ai dû voyager, j'ai dû me faire vacciner pour certaines maladies, dans les tropiques, etc., pour éviter d'attraper la maladie. Sauf que là, les gens se font vacciner et ça ne les empêche pas d'attraper la maladie. Donc ça me pose la question sur la définition pour moi du vaccin. Mais bon. Après, pareil, selon certains, je suis complotiste aussi. Parce que je pose peut-être pas les bonnes questions. Nous sommes suspendus, sans salaire, mais pas seulement, dans une violence et maltraitance telle qu'il nous a fallu nous accrocher pour ne pas sombrer, nous rassembler solidairement pour tenir le choc face à la brutalité de cette annonce du 12 juillet dernier, dans un acharnement à en faire craquer plus d'un, plus d'une, car nous n'oublions pas nos collègues qui, pour certains, épuisés, dans un dernier geste de désespoir, ont mis fin à leur jour ou y ont fortement songé. D'autres qui ont été contraints et forcés, à qui il a été mis le couteau sous la gorge, sous la menace et le chantage de perdre leur emploi, de ne plus pouvoir subvenir à leurs besoins, ainsi qu'à ceux de leurs familles et de leurs enfants. Aucun débat démocratique et citoyen participatif n'a eu lieu. Nous, personnels du soin, du médical, du social, de l'administratif et de secours à personne, femmes et hommes de terrain, n'avons été consultés. Notre confiance, nos engagements, ainsi que notre consentement libre et éclairé ont été totalement bafoués. Malgré le devoir de réserve auquel nous sommes soumis, nous ne pouvons plus nous taire.
nous vous demandons, pas simplement de nous écouter, d'entendre notre parole et notre souffrance d'avoir été ainsi trahis et méprisés. Mais nous vous demandons vivement de faire votre travail sans conflit d'intérêts pour l'avenir de notre société et celui de l'humanité. Merci. Merci à François, merci à Nexus, merci aux équipes de Pierre, merci à tous ceux qui sont là pour filmer en direct. Et malheureusement, l'absence est criante, je les interpelle, tous ceux qui regardent. Où vous êtes l'AFP, Reuters, où vous êtes TF1, Libération, Le Monde, nous vous avons envoyé des communiqués de presse, nous vous avons envoyé des SMS, j'ai envoyé à toute ma liste de journalistes, plus de 230 journalistes de tous les grands médias, donc on a un vrai problème. Donc j'aimerais vraiment que tous les citoyens prennent en compte que les médias en ce moment ne sont pas justes, ne sont pas démocratiques, ne disent pas la vérité, ne donnent pas la parole à tout le monde. Et donc on n'est plus en démocratie à partir du moment où l'information n'est pas juste, éclairée, impartiale et exhaustive avec tous les points de vue exprimés. Nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes dans une véritable dictature politico-médiatique. Et on voit qu'aujourd'hui, toutes les mesures qui sont prises au nom du sanitaire ne sont pas pour protéger notre santé, elles sont là uniquement dans le but d'un contrôle social, d'un contrôle des citoyens, pour permettre justement à cette petite élite de garder leur pouvoir, de garder leur profit à notre détriment, au détriment de notre santé. Et ça nous est absolument insupportable. Il y a eu notre grand mouvement dans la Drôme en octobre-novembre, 20 novembre 2021, qui s'appelait Blouse blanche et mer de noir. Il y a eu 31 octobre, c'est ça, 2021, où je suis allée à la manifestation avec les sorcières de Montpellier. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait d'autres conférences pour informer, des conférences en multidiffusion. En gros, en droit administratif, c'est tout ce qu'on a eu. Vous avez peut-être suivi, il y a eu beaucoup d'actions générales qui ont été faites en grande partie par des associations comme Bon Sens, Réaction 19, enfin voilà, des associations qui représentaient des centaines des milliers de personnes, qui ont essayé de faire annuler ou suspendre au fur et à mesure les décrets quand ils tombaient. Évidemment, on n'a jamais eu gain de cause, enfin pas sur des grosses batailles. On a fait une deuxième conférence de presse le 11 juillet pour à nouveau parler de nous. Donc c'est vrai qu'à mon sens, on n'en fait pas assez souvent. Mais on les fait pour inviter les médias mainstream et ils viennent pas. Donc j'arrête de poser la question pourquoi ils viennent pas, parce que je le sais, maintenant je les ai régulièrement au téléphone et je leur dis moi-même, je sais que vos rédactions ne permettent pas le sujet, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est que vous soyez au courant de ce qui se passe. Les conférences gesticulées, mais oui, décembre 2021. Un super moment, 4 jours tous ensemble, on était 8, pour exprimer chacun, grâce à l'association d'éducation populaire, l'Ardeur, de nous aider à exprimer. Ça aussi, ça a été un grand moment d'émotion, des grands moments d'émotion. Ça a retrouvé 4 jours dans un gîte de la Drôme chez des amis. Et on a travaillé sur notre vécu de la suspension et pouvoir témoigner. Dépêchez-vous là. Je mets mon 3e sac. Oui, mais là j'ai tout, enfin je commence à manquer d'air là. Je mets mes chaussons. Il n'y a personne dans cet hôpital? Je mets mon masque. Périmé 2001. Bon bah tant pis. Au secours, la vite. Je mets mes chemins d'air. J'ai un mal au bras là, je tousse tout
plus, je peux plus respirer. Je mets mes gants. Trop petit, j'arrive pas. Tant pis. Je mets mon chapeau. J'arrive. Oh là là. On respire, respirer. La pièce de théâtre, j'ai hâte de retourner voir, je les appelle mes soignants de 07, c'est très possessif, mais c'est mon côté peut-être lion qui défend ses petits. Je suis allée les voir dans le fin fond de la Loire, un soir aller-retour, le 15 septembre. Je voulais être là pour elles ce jour-là, je voulais pas être ailleurs qu'avec elles, donc j'avais fait l'aller-retour le 15 septembre 2022 pour aller voir leur première représentation. C'est énorme. On n'a pas que ça à faire, hein. Nous avons un nouveau protocole. Encore? Mais ça change tout le temps. Ça vient d'en haut. Eh ben, il ferait mieux de venir voir comment ça se passe en bas. Bon, on va pas y passer la matinée, hein. Maintenant que nous avons des masques, vous en aurez 2 par poste. À changer toutes les 4 à 6 heures maxi. Ah oui? Bah, la semaine dernière, on avait interdiction de mettre les masques qu'on avait apportés de chez nous. Et maintenant, c'est obligatoire? Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? La semaine dernière, on n'en avait pas assez. Maintenant, on en a un peu plus. Et dès que nous en aurons beaucoup, les résidents devront en mettre. Quoi? Les résidents devront porter des masques? Mais ils vont jamais vouloir. Et il y en a qui ont des problèmes pour respirer. C'est du n'importe quoi. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ne pas me déranger? C'est un moment thérapeutique, un moment où on dépose au milieu quelque chose qui nous fait mal au cœur et dans la chair, je sais de quoi je parle. C'est un médicament en fait. Voilà. Moi je dirais, on a fait beaucoup d'actions depuis 1 an et demi, enfin je sais, ouais. On a fait beaucoup d'actions et moi j'avais l'impression de m'encrouter dans les manifs, de m'encrouter dans ce type d'action et là moi j'ai trouvé que c'était une possibilité de communiquer, d'informer les gens autrement que par une manif et du coup ça nous fait du bien, mais c'est aussi un moyen d'information un peu plus ludique. Voilà. On aurait pu faire des allocutions, on aurait pu faire des témoignages, mais le fait de raconter l'histoire par du vécu, je trouve que c'était une façon plus convaincante. Et il y a une dame qui me l'a dit dans le public, elle m'a dit, j'étais déjà très, impliquée dans ça, mais là de le voir comme ça, en direct, elle m'a dit là, ça m'a touchée au maximum. Et je pense que le théâtre sert à ça, à dénoncer. Enfin pour moi, le théâtre sert à dénoncer. Donc je pense que là on dénonce bien. Et le fait d'avoir du soutien dans les collectifs, c'est juste énorme. C'est déjà des gens qui ont vécu la même situation que nous, donc on arrive à pouvoir échanger par rapport à ça, à exprimer nos émotions, nos ressentis, et puis on a ce soutien-là pour aller de l'avant. Hein. Donc pour moi, le collectif, c'est super important, quoi. Moi, je me vois plus du tout dans le système hospitalier. J'ai fermé le livre, j'ai jeté ma blouse sur la place d'Annonay un jour en disant je ne suis plus infirmière. Et je ne veux plus soigner les gens, je ne veux plus être infirmière, je ne suis plus infirmière. Je crée maintenant, en fait, voilà, je m'éclate en créant et j'ai jamais été aussi heureuse depuis que je crée. Donc j'aurais dû créer avant, en fait. Voilà. Enfin voilà, moi j'ai un DU de soins palliatifs et je ne comprends pas qu'on ait pu faire et cautionner tout ce qui a été cautionné, qu'on ait pu laisser mourir des gens seuls, qu'on ait enfermé des gens dans des maisons de retraite, qu'on ait des personnes vulnérables comme les personnes handicapées. Et je pense qu'actuellement, ça me serait difficile de retourner au travail. Mais voilà, moi j'attends aussi, donc mon avocat a fait un recours et j'attends aussi de passer au tribunal pour savoir ce qui va advenir de ma situation. Mais
c'est quand même très long et pesant. Mais je suis quand même à la fois stupéfaite et outrée de la position du gouvernement, de ces politiques qui sont incapables de reconnaître. Ils se sont trompés. Bon, on se trompe. Mais comment continuer à persévérer dans l'erreur comme ça et de manière aussi indigne? Ça veut dire quand même, il nous a traités de sous-citoyennes. C'est tellement, je trouve ça tellement absurde que c'en est incroyable. Et ça moi, ça me met en colère, ça m'indigne. Voilà, je suis indignée, je suis profondément indignée. Bien, donc vous penserez appeler Pierre, donc pour lui signifier sa suspension. Pierre, mais il en arrêt de maladie. D'ailleurs, je crois qu'il a sa chimio ce matin. On va pas faire du cas par cas. C'est son problème, suspendez. Ensuite, même chose, appelez Yvette. Yvette, mais elle travaille aux finances. Oui. D'ailleurs, elle est en télétravail depuis le premier confinement. Et bon, Yvette ne côtoie pas de patients. J'applique la loi. Et Valérie, elle n'a toujours pas donné son pass. Valérie, attendez, j'ai regardé sur le planning. Ah ben oui, elle a un congé annuel. Alors annulez ses congés. Mais ce n'est pas très légal tout ça. C'est comme ça. Elle savait qu'elle devait présenter son pass. Ah oui, et Audrey, la psychologue, son schéma vaccinal n'est toujours pas complet. Bon là, elle traîne un petit peu des pieds pour nous fournir son résultat de test. Alors il faut que vous annuliez ses rendez-vous. Elle n'a pas le droit d'être en poste. Mais elle est présente aujourd'hui. Alors vous lui envoyez un huissier. Un huissier, mais vous êtes sûr? Oui, arrêtez vos questions. Et puis si l'huissier n'est pas disponible, vous prévenez la gendarmerie. Ce n'est pas un peu violent tout ça? Je vous le répète, c'est la loi. Faites ce que je vous demande. Bon, on commence par qui ce matin? Et en fait, d'être dans la peau de la directrice qui suspend, et ça me permet vraiment d'inverser les rôles, et en même temps, je mets toute ma colère là-dedans, dans ce rôle. Bon, ça va la banderole? Écoute, elle est pas mal, non? Allez, comme tous les samedis, c'est reparti. Allez, jour de marché. Et on lâchera pas sur les excuses. Ah oui, ça je l'ai encore jamais dit. Mais on ne lâchera pas sur les excuses. S'il veut un communiqué de presse par jour pour demander des excuses quand il aura décidé de nous réintégrer, au moins administrativement et financièrement, on ne lâchera pas. En fait, c'est une réintégration sans condition, avec arriéré et excuses qu'on veut. C'est tout simplement ça. Mais ça prend 2 secondes. S'il veut, je l'aide. Ils ont travaillé nuit et jour, les pieds bien en terre. Ils ont même passé des concours pour être titulaires. Mais ça ne suffit pas pour les maîtres et leurs pantins. Si tu n'obéis pas, tu t'en vas, t'es plus rien. On les a jadis applaudis, il y avait du monde au balcon. Ils étaient du pain béni, les sauveurs de la nation. Mais ça ne suffit pas pour les maîtres et leurs pantins. Si tu n'obéis pas, tu t'en vas, t'es plus rien. Révolu, disparu, tu es suspendu. Ils n'ont jamais compté leurs heures,
épuisés avant l'heure, distribuant un peu de chaleur, ils n'écoutaient que leur cœur. Mais ça ne suffit pas pour les maîtres et leurs pantins. Si tu n'obéis pas, tu t'en vas, t'es plus rien. Révolu, disparu, tu es suspendu. Plus de salaire, plus de droits, toujours mis à l'amende. Pour survivre alors, tu dois renaître de tes cendres. Mais maintenant, ça suffit, les maîtres sont foutus, et nous, on reconstruit un pont suspendu. Qui nous fera passer au-dessus de l'abîme pour qu'on puisse avancer nos combats légitimes, ne plus être fantômes, niés, dépossédés, mais enfin exister souverain en son royaume. Résolu, reconnu. Résolu, reconnu. Résolu, reconnu. Vous êtes Parce que je pense que si tout le monde avait le quart de la motivation d'Elsa Ruyer et de toutes les personnes qui la suivent, on serait déjà réintégré depuis longtemps. Un merci suffira pas pour l'énergie et le temps qu'il donne, le soutien, et sans faille. En fait, il s'arrête jamais. Donc c'est sûr, quand on prend compte de ça, il y a quand même de belles personnes encore aujourd'hui. Honnêtement, aujourd'hui, j'y crois plus. J'y crois plus et je pense que c'est ce qui m'a permis d'essayer d'avancer et de tourner une page et d'avancer. Parce que en attendant, on a perdu trop de temps, d'énergie et on y laisse une... Après, c'est une remise en question personnelle, encore plus que professionnelle. Ça touche énormément et bien plus profond. Certains ont dit toucher le fond, mais je pense que c'est une expression qui n'est pas trop forte pour pas mal de monde. Et donc aujourd'hui, peut-être que ça se fera, mais en fait, j'ai plus envie d'y croire. Ça sera une bonne nouvelle si c'est fait, et encore que je ne sais même pas si je choisirais de retourner vers ce métier. Rebondir, je pense qu'on ne peut pas rebondir sans accepter de se séparer de l'entreprise qui nous a suspendus. J'ai du mal à imaginer comment, en restant suspendu sous contrat avec notre employeur, comment on peut rebondir. Et moi, mon choix a été de me séparer justement. Alors, il y a la démission, il y a le licenciement forcé, il y a la rupture conventionnelle, elle est refusée quasiment partout, hein, donc moi, elle n'a pas été acceptée non plus. Mais en tout cas, aujourd'hui, je ne fais plus partie de cette entreprise et c'est ce qui me permet de créer des nouveaux projets et d'essayer d'avancer autrement, en fait, en laissant mon métier d'infirmière de côté
pour ne pas dire derrière pour le moment, parce qu'il fait encore partie de moi, mais la façon de rebondir, c'est ça, c'est d'accepter là où j'en suis aujourd'hui et de me concentrer sur le travail auprès des enfants que j'accomplis au quotidien actuellement et envers ma nouvelle formation qui va débuter. C'est grâce à... C'est pas grâce à la société, en tout cas ma formation. Mais on a fait le choix le choix avec mon conjoint que je m'inscrive et je débute la semaine prochaine, jeudi prochain, donc j'ai hâte de ça. C'est une formation en thérapie manuelle pour devenir somatopathe. L'association a démarré assez vite, avec, on est passé à plus de 200 adhérents très très rapidement, une vingtaine d'intervenants en santé. Ensuite nous a rejoint un agriculteur qui nous a dit moi je vais lancer 2 hectares en culture, si vous voulez on le fait ensemble. Je vous forme avec ce que je sais en bio et puis à l'inverse, vous participez au désherbage, à la culture, à planter, etc. Et les légumes, vous pouvez en récupérer une partie pour vous nourrir. Suite à ça, nous ont rejoint un plombier qui nous a dit « Moi j'adore votre projet, le sens humain qu'il y a dedans me plaît beaucoup et je peux même me faire payer une partie du service, du travail en monnaie alternative, en june, en jeu. Jeu, c'est jardin d'échange universel, c'est du troc sous forme de points. Puis un électricien, donc ça s'est développé sur en fait plusieurs aspects de la vie et c'est assez beau. Ce qu'on retrouve dans les adhérents de l'association et dans les fondateurs, c'est effectivement une raison d'espérer, mais surtout il y a du lien social, il y a du lien, il y a du sens, et c'est, je pense, surtout cette quête de sens qui nous réunit. Au basique, si on peut définir le mot sens, c'est être en contact avec les autres, plutôt développer de la joie et de la simplicité. Une des initiatives, il y a une des adhérentes qui a un four à pain assez grand et qui a fait une fête d'inauguration de ce four à pain. Il y a eu 300 pains de sortie. Ça peut être un four de quartier. Et ce genre d'initiative-là, elles remettent du lien avec les voisins. Elles permettent de se nourrir pour moins cher que... voilà. La pandémie a donné un élan. C'est pas en contre, c'est en pour. Comment je pourrais le formuler simplement ? Ce qu'on a vécu ces 3 dernières années a réuni des forces vives pour nourrir des choses simples, du lien social et de l'entraide. Et ça se voit partout en France. Il y a vraiment des dizaines ou des centaines de milliers de personnes. Et ça, je trouve que finalement, c'est une chance. En fait, nous sommes tous des suspendus en puissance, puisque aujourd'hui, notre exercice est conditionné. Donc même les personnes qui font régulièrement les injections qu'on leur demande en temps et en heure ne savent pas où ils vont. C'est-à-dire que la 4e dose aujourd'hui est en pourparlers. Ils ne savent pas ce qui va leur tomber dessus. Jusqu'à présent, ils ont pu travailler sans renouveler leur dernière dose qui date d'il y a 11 mois. Exactement. Pourquoi ? On ne sait pas. Et ils ne savent pas jusqu'à combien de temps. Donc on est tous en suspens, en fait. Ouais. Tout ce dont on parle aujourd'hui, il faut voir que le système de soins, ça fait, on va dire, au moins une décennie qu'il est en souffrance et que tous ces acteurs souffrent de la déliquescence de notre structure de soins. Et donc tous, autant qu'on est, à notre niveau, que ce soit en libéral, à l'hôpital, salarié public ou privé, eh bien c'est vrai qu'on essaie de faire face, de porter avec nos petits bras, on essaie de porter ce système de santé parce qu'on est quand même dans une démarche de continuer à être dans le soin et dans la prise en charge des autres. Et donc ça fait longtemps qu'on a tous des interrogations sur comment faire évoluer les choses et qu'est-ce qu'on peut construire. Mais bon, ben voilà, quand on est la tête dans le guidon, on ne prend pas toujours le temps de mettre en place autre chose. Et c'est vrai que pour le coup, cette crise et les contraintes qui nous ont été imposées et les restrictions, les attaques qui ont été continuées à être faites contre nos structures de soins, en tout cas le bon côté, c'est que ça nous aura amené pour le coup à prendre le temps de
s'arrêter et d'essayer de commencer à penser à autre chose. Et c'est vrai que le syndicat, il est né de cette énergie-là, de se dire il faut qu'on prenne le temps d'organiser les choses autrement. Donc bien sûr qu'il y a le côté purement syndical de défense, parce que c'est quand même une période où le droit du travail et les libertés ont été beaucoup attaqués, donc forcément qu'on a le souci de défendre ça. Et puis après, on a aussi le souci de pouvoir penser à une autre forme d'exercice et une autre forme de prise en charge. Et donc le syndicat, aujourd'hui, il a cette double casquette d'être dans l'action de défense juridique, mais aussi d'être dans la réflexion sur le système de soins. Le syndicat Liberté Santé n'est pas un syndicat pour les suspendus. C'est un syndicat qui défend avant tout la profession. C'est vraiment l'idée qui a émergé en premier. Et bien sûr, tout syndicat défend la profession, les travailleurs et le système. Donc le syndicat Liberté Santé ne déroge pas à cette règle. Il défend les professionnels de la santé, tous, qu'ils soient suspendus ou pas suspendus, qu'ils soient vaccinés, pas vaccinés, qu'ils aient un numéro ADELI, qu'ils n'en aient pas d'ailleurs aussi, qu'ils soient actifs, étudiants ou retraités. Il n'y a pas, les suspendus ne représentent qu'une infime partie. En fait, c'est parce qu'on ne fait pas de discrimination. On ne veut pas qu'il y ait le moindre travailleur de la santé qui soit laissé sur le carreau. Nous avons tous les mêmes droits et ces droits doivent être respectés. Donc, ce qui est intéressant, c'est justement qu'au travers des initiatives locales, et là, on voit avec nos échanges avec les collectifs locaux, que finalement, il y a beaucoup d'initiatives locales, et que ces initiatives, elles sont source d'inspiration, parce qu'on se rend compte, à tel endroit, tiens, il y a un psychologue, une orthophoniste, qui ont finalement trouvé un moyen pour avoir une maison de santé, un espace où ils peuvent échanger à la fois de la prise en charge, une forme de compensation, de rémunération. Donc, ces initiatives-là, elles existent. Et ce qui est bien, c'est que comme aujourd'hui on commence à fédérer les gens autour de nous, eh bien les gens viennent vers nous pour nous faire part de leur expérience. Et ce qui est justement génial dans l'échange qu'on a entre différentes corporations, c'est que tout d'un coup on se rend compte que ce qu'ont fait les psychologues à tel endroit, peut-être que les orthophonistes peuvent s'en inspirer pour trouver une structure. Et c'est cet échange-là qui est assez stimulant en fait dans notre structure. Moi, mon mot de conclusion, c'est un mot de plein d'espoir, c'est-à-dire que cette crise, avec tout ce qu'elle charrie de choses pas très jolies, voilà, on le sait tous, la perte de l'état de droit, particulièrement, c'est aussi un nid pour vraiment repenser le monde autrement. Voilà. En fait, on a pris conscience, personnellement, j'ai pris conscience de tous les dysfonctionnements dont je m'étais faite. Et là, c'est l'occasion de faire table rase et de reconstruire d'autres choses. Et on apprend plein de choses, on fait des formidables rencontres et ça, c'est chouette. C'est sûr que cette aventure, déjà, on est dans la construction, donc on construit une structure nouvelle, et puis on construit du lien entre nous, parce que moi, j'avais jamais eu l'occasion de rencontrer autant de mes collègues soignants qu'au cours de cette aventure, et c'est vraiment, alors c'est une banalité, mais c'est vraiment des rencontres riches et qui nous amènent beaucoup, à la fois pour penser au système de soins, mais aussi humainement, et puis on voit qu'il y a des possibles qui s'ouvrent, et on sait qu'on a beaucoup de choses à construire, donc voilà, c'est le début d'une aventure. Il commence à être bien mis en avant dans les FNAC et dans différentes librairies, donc c'est agréable à voir. Tous les collectifs sont fans du livre, évidemment, donc ils essaient de faire en sorte qu'il soit mis en avant de partout. Ils en sont tous très fiers, et ça c'est génial. Mais en tout cas, ils envisagent de recommander la réintégration. Alors, ce qui aurait dû être fait bien avant, il faut être d'accord, parce que en fait, on n'est plus en état de crise depuis un long moment. 30 juillet déjà, on changeait de régime, on n'était plus en état de régime d'exception ni de crise, mais on était en vigilance sanitaire, donc ça aurait pu être fait à ce moment-là. Ils ont attendu le dernier moment que les hôpitaux soient encore plus dégradés, donc on ne comprend pas pourquoi. Et mieux encore, nous on a fait une saisine avec l'aide de Maud Marian, 36 collectifs, dont 4 syndicats. On fait une saisine du comité consultatif qui justement nous a répondu
le comité consultatif national d'éthique, sur lequel on débattait de 29 pages d'arguments pour empêcher la 4e dose obligatoire et leur dire que ce n'était pas du tout raisonnable que de mettre la 4e dose obligatoire. Aujourd'hui, on a eu une réponse qu'on a reçue il y a 2 jours, qui a été envoyée à Maître Maud Marian, qui nous a accompagnés pour ce dossier. Et donc, on a fait cette requête le 17 février. Ils viennent de nous répondre qu'ils attendaient de voir selon l'avis de l'HAS. Je le résume, hein, parce que c'est des termes beaucoup plus scientifiques. Donc, on attend de voir. Sauf que l'HAS, le 20 février, demande un avis consultatif grand public, enfin, en tout cas public. Et finalement, il s'avère que c'est pas du tout public. On ne peut pas, nous-mêmes soignants, donner notre avis sur la question. Donc on verra ce que ça donne. En attendant, ce serait beaucoup plus raisonnable de stopper cette obligation, mais on ne s'arrêtera pas là. Il faut abroger la loi du 5 août. Elle n'a plus aucune utilité. Nous ne sommes plus en régime d'exception. Et quant à la réintégration, en fait, c'est simple. Nous, on demande l'abrogation de la loi du 5 août. On demande l'indemnisation de nos salaires en retard. On demande d'avoir récupéré nos trimestres de retraite qui nous ont été enlevés par cette suspension. Et on demande l'abrogation de la loi du 5 août, la réintégration, point. Et qui voudra rester, restera. Et qui ne veulent pas rester, auront la possibilité d'une rupture conventionnelle. Voilà ce qu'on demande, parce qu'on ne peut pas forcer les gens à continuer à être maltraités. Tant que c'est pas acté, on n'y croira pas. Et tant qu'on n'aura pas ce qu'on a demandé et que nos dossiers ne seront pas terminés au tribunal, on n'en aura pas fini. Et c'est pas parce qu'on va être réintégré qu'on va abandonner nos dossiers au tribunal. Ça, par contre, c'est une certitude. Après, de toute façon, même s'ils enlèvent l'obligation, faut pas rêver, au vu des contrats et de ce qu'on peut entendre qui a été signé avec des obligations apparemment de leur côté aussi avec les contrats qu'ils ont pu établir avec les fournisseurs. Et ben en fait, on va se retrouver face à une obligation de recommander fortement. Et donc, la propagande continuera. Et sur l'autoroute, on continuera de voir, au lieu de « mettez votre ceinture pour vous protéger », on continuera à voir « grippe Covid, on se vaccine ». Peut-être que d'ailleurs, ils vont rajouter le point d'exclamation sur les panneaux d'autoroute, je ne sais pas. Qui avez-vous interrogé pour dire que les gens ne voulaient pas qu'on soit réintégrés ? Je crois qu'ils ont besoin d'aide. Et ça devient trop compliqué de faire venir des gens de façon ponctuelle, provisoire, temporaire. Et nous, on est là, on a des contrats et on veut revenir, donc il n'y a pas de problème. Je pense pas... non, c'est même... Je suis sûre qu'il n'y a pas du tout d'animosité au fait qu'on revienne. Il y a eu de la colère au fait d'avoir été obligé de céder et peut-être ne pas comprendre pourquoi nous, on avait réussi à ne pas céder. Ça, c'est compréhensible et c'est humain, c'est tout à fait humain, c'est la partie émotionnelle. Mais il n'y a aucune animosité quant à notre retour. J'en suis convaincue, les gens seront contents de nous voir. Quand on est dans la difficulté, on sait se rassembler de nouveau. Voilà, c'est ça ce qu'il faut retenir sur le montage de tous ces collectifs, toutes ces associations qui se regroupent aussi. Aujourd'hui, l'organisation du 11 mars à Lyon y est pour quelque chose aussi. Si on va être aussi nombreux samedi 11 mars à Lyon, c'est parce qu'on est tous en lien. Et quand je vois le nombre de messages sur l'organisation qui fait que tout le monde vient, des bus et des cars vont arriver de partout, mais je nous félicite d'arriver à ça. Et à rappeler que l'être humain n'est rien sans l'être humain et sans contact personnel et direct. Je vais dire qu'il y a eu pour moi une grande avancée. C'est-à-dire que ça m'a permis de me recentrer sur mes besoins, sur mes envies, sur ce que j'étais capable de faire. J'aurais jamais cru être capable de faire tout ça. Aujourd'hui, je suis très fière de ce que j'accomplis depuis 2 ans. Je suis aussi très fière de mes enfants.
qui tiennent très bien la cadence et qui comprennent admirablement bien ce qui se passe. Ça les éveille en tout cas. Et bilan aujourd'hui, j'en sors grandi, j'en sors un peu plus éveillée et très instruite. Et avec plein de projets pour que les choses s'améliorent. Ouais. J'ai aussi des propositions de travail à côté, donc il va falloir que je réfléchisse aujourd'hui à ce que j'ai envie de faire. Mais d'abord, faut que l'hôpital paye, me réintègre, et puis j'irai certainement vers d'autres horizons, parce que tout en continuant à défendre les droits des gens et à les aider. Hein. Mais maintenant, ça suffit. Les maîtres sont foutus et nous, on reconstruit un pont suspendu. Qui nous fera passer au-dessus de l'abîme pour qu'on puisse avancer nos combats légitimes, ne plus être fantômes, niés, dépossédés, mais enfin exister souverain en son royaume. Résolu, reconnu. Résolu, reconnu.